Chapitre 4. 2000 personnes trouvèrent la mort dans le mois qui suivit le début du jeu. Aucune solution ne fut finalement apportée par quelqu'un du monde extérieur, et aucun message ne nous parvint. Je n'y avais pas participé personnellement, mais il se racontait que, lorsque tous les joueurs avaient compris qu'ils ne pourraient jamais sortir de ce monde, un mouvement de panique hystérique s'était créé. Ils avaient hurlé, pleuré, certains avaient juré de détruire l'environnement du jeu et s'étaient même mis en tête de dépaver la ville. Bien entendu, comme tous les bâtiments étaient composés de matériaux indestructibles, leurs tentatives furent vaines et, finalement, exténuantes pour eux. Il avait fallu plusieurs jours à quelques-uns pour comprendre et décider de la conduite à adopter. Puis les joueurs se divisèrent en 4 grands groupes. Le premier rassemblait environ la moitié des joueurs, ceux qui n'acceptaient pas les conditions imposées par Kayaba et qui avaient décidé d'attendre l'aide du monde extérieur. Je comprenais douloureusement ce qu'ils ressentaient. Pour eux, leur vrai corps se trouvait chez eux, assis sur une chaise ou allongé sur leur lit. Ce qu'ils vivaient ici n'était qu'une expérience temporaire. Il suffirait d'une petite opportunité pour qu'ils puissent retourner de l'autre côté. Certes, il n'y avait pas de bouton de déconnexion, mais on était peut-être passé à côté de quelque chose que l'on trouverait bientôt. Argus, l'entreprise qui produisait le jeu, était sûrement en train de déployer un maximum de moyens pour sauver les joueurs. Peut-être bien. Peut-être qu'en restant ainsi, sans s'affoler, tout le monde se réveillerait bientôt dans sa chambre, comme si rien ne s'était passé, et retrouverait avec bonheur sa famille, plus riche d'une bonne histoire à raconter à l'école ou au boulot. C'était la solution de facilité, de penser comme ça, et, d'ailleurs, une partie de moi espérait cette conclusion. L'attente était donc leur plan d'action. Ils passaient le temps à déambuler par petits groupes dans la ville, dépensant avec parcimonie l'argent qui leur avait été octroyé au début du jeu. Ces pièces, appelées cols dans ce monde, leur permettaient de payer le pain quotidien et le gîte dans des auberges bon marché. Par chance, la ville de départ occupait à peu près 20% de la surface de ce niveau, l'équivalent d'un petit arrondissement de Tokyo, et pouvait donc héberger 5000 joueurs sans qu'ils s'y sentent à l'étroit. Mais l'aide tant attendue n'arrivait pas. Ils se réveillaient chaque jour sous le même ciel sombre et lugubre. L'argent finissant par manquer, ils ne pourraient bientôt plus rester inactifs. Le deuxième groupe de joueurs correspondait à environ un tiers de la population, soit à peu près 3000 personnes qui collaboraient pour tenter de survivre. Leur leader était le gérant d'un énorme site d'information de jeux en ligne. Les joueurs se divisaient en petits groupes. Ils géraient en commun les objets récoltés et les informations qui leur servaient à élaborer des stratégies pour envahir la zone labyrinthique où se trouvait l'escalier menant au niveau supérieur. Le chef de file occupait le château de fer noir qui faisait face à la grande place de la ville du départ, d'où il envoyait ses consignes aux joueurs et où il collectait le matériel. On lui conféra le nom funeste d'armée quand chacun des membres de cet imposant groupe reçut un uniforme. Le troisième groupe, que l'on estimait à 1 millier de joueurs, rassemblait les joueurs dépensiers qui ne planifiaient rien et qui ne cherchaient même pas à combattre des monstres pour empocher quelques cols. Dans ce monde virtuel qu'était SAO, l'humain était confronté à des besoins physiologiques bien réels, le sommeil et la faim. Pour se reposer, les joueurs pouvaient, selon leurs moyens, louer une chambre dans une auberge ou même acheter une maison. Mais cela revenait très cher et économiser une telle somme n'était pas chose aisée. La faim avait surpris pas mal de monde. Sans forcément avoir envie de savoir comment étaient conservés nos vrais corps, j'imaginais que nous étions certainement alimentés d'une manière ou d'une autre dans la réalité et donc que nous ne devions pas percevoir cette sensation. Or, manger nous rassasiait et nous apaisait. Évidemment, une explication plus poussée d'un neurologue nous aurait aidé à comprendre le phénomène. La faim étant une sensation difficilement supportable, les joueurs, même s'ils ne risquaient pas de mourir d'inanition en cas de diète forcée, investissaient chaque jour des restaurants gérés par les PNJ et ingéraient des données gastronomiques dans leur estomac virtuel. Oh, petite précision superflue, mais qui pouvait avoir son importance, il n'était pas nécessaire d'aller aux toilettes dans le jeu. Après avoir dilapidé tout l'argent qu'ils avaient reçu en début de partie, ceux qui ne pouvaient plus payer pour dormir ou se sustenter finissaient par rejoindre les rangs de l'armée. Mais, comme dans n'importe quel monde, il existait évidemment des personnes qui rechignaient à coopérer. Refusant dès le départ de rallier un groupe, ou s'en trouvant expulsés suite à des problèmes qu'ils avaient suscités, certains s'installèrent dans les bas quartiers de la ville de départ et se livrèrent à toutes sortes de méfaits.
Il existait une zone interne protégée par le système dans laquelle les joueurs ne pouvaient combattre entre eux. Cependant, elle ne s'étendait pas à toute la ville. Des dissidents s'étaient regroupés pour s'embusquer dans la zone labyrinthique et attaquer les autres joueurs, proie plus facile et somme toute plus intéressante que les monstres. Ils n'avaient quand même jamais tué personne, du moins pas la première année. Le quatrième et dernier groupe se composait de tous les autres. Tout d'abord, on trouvait une cinquantaine de petites brigades qui avaient refusé de s'associer aux grandes organisations. 500 individus formaient ce qu'on appelait les guildes. Ils se déplaçaient rapidement, dressaient de solides stratégies et renforçaient peu à peu leurs aptitudes au combat. 200 ou 300 autres avaient choisi d'embrasser des carrières d'artisans ou de commerçants. Ils avaient leur propre guilde et développaient leur capacité à gagner l'indispensable argent. Enfin, pour les 100 derniers, il s'agissait d'entités désignées comme joueurs solo. C'est à cette communauté que j'appartenais. En un sens, nous étions des individualistes qui avions jugé plus efficace de rester seuls pour survivre et devenir plus forts. Nous avions presque tous testé la version bêta du jeu et honnêtement, nous n'aurions trouvé aucun avantage à collaborer avec les autres. Les connaissances acquises précédemment nous permettaient de passer les niveaux plus rapidement et de mieux résister aux monstres et aux voleurs. De plus, SAO présentait la particularité d'avoir évacué la magie. Il n'existait pas d'attaque fatale à distance, on pouvait donc vaincre seul des meutes de monstres. De surcroît, il était plus avantageux et efficace d'avancer seul si l'on possédait de solides techniques. Bien sûr, c'était risqué. En équipe, on avait la possibilité de se faire soigner par quelqu'un, alors qu'un solitaire qui se faisait paralyser risquait malheureusement de mourir faute de traitement. De fait, le taux de mortalité des débutants se déplaçant en solo était le plus élevé parmi tous les joueurs. En revanche, avec les connaissances et l'expérience nécessaires pour esquiver le danger, on se garantissait des retombées beaucoup plus importantes que les risques encourus. C'est ce que comprirent rapidement les joueurs qui, comme moi, s'étaient fait la main sur la version bêta. Des jalousies apparurent entre certains joueurs et ceux qui avançaient en solo, car ces derniers monopolisaient les connaissances et progressaient rapidement. Mais l'hostilité se dissipa et les indépendants quittèrent le premier niveau pour se diriger vers les villes des niveaux supérieurs. Dans le château de Fer-Noir, ancienne base de retour pour les ressuscités, s'élevait maintenant un gigantesque monument en fer sur lequel étaient gravés les noms des 10 000 joueurs. Quand l'un d'eux périssait, le système barrait son nom d'un trait et indiquait à côté l'heure et la cause du décès. 3 heures après le début du jeu, l'un d'entre nous eut l'honneur d'avoir son nom rayé. Il n'était pas mort en combattant, mais en se suicidant. Il avait pensé qu'en se trouvant coupé du jeu, le Nerfgear lui ferait logiquement reprendre conscience. Fort de cette théorie, il s'était jeté dans le vide en sautant par-dessus les grilles qui délimitaient l'extrême sud de la ville de départ, cherchant en fait à se projeter à l'extérieur d'Encred. On avait beau regarder de toutes ses forces sous ce dernier, on ne distinguait qu'une couche de nuages blancs et un vide incommensurable. Sous les yeux de ceux qui étaient présents, la silhouette de l'homme avait rapetissé progressivement avant de disparaître totalement. 2 minutes plus tard, son nom avait été impitoyablement recouvert d'un simple trait et les mots « chute d'une hauteur » avaient résumé la cause de la mort. Je n'osais même pas imaginer ce qu'il avait enduré pendant le temps qu'avait duré son calvaire. Peut-être avait-il réellement pu retrouver le monde réel, ou au contraire, comme l'avait dit Kayaba, il avait eu le cerveau grillé. On ne pouvait guère le savoir de l'intérieur du jeu. Cependant, si cette méthode permettait de s'échapper d'ici, il est probable que tout le monde aurait été débranché et sauvé depuis longtemps. C'est ce que pensait l'ensemble des joueurs, et s'il y avait encore parfois sporadiquement des gens tentés par cette solution de facilité, la plupart, moi y compris, envisageaient quand même difficilement leur mort dans SAO. Et c'était encore plus vrai maintenant. Quand la barre des PV atteignait 0, les polygones formant notre corps disparaissaient dans un phénomène que l'on connaissait très bien et désigné par le terme « game over ». Le seul moyen de saisir réellement la signification de la mort dans ce monde était peut-être de l'expérimenter soi-même. Cette difficulté à ressentir le péril accéléra indubitablement le déclin de la population de joueurs. Dès que les membres ressentirent le besoin d'avancer dans la quête, beaucoup perdirent la vie en combattant les monstres. Les combats dans SAO nécessitaient un peu d'instinct et de pratique.
L'astuce consistait à ne pas trop bouger et à tirer parti de l'assistance du système. Par exemple, pour effectuer un coup de bas en haut avec une épée à une main, il fallait sélectionner taillade verticale dans la section technique d'épée à une main. Il suffisait ensuite de laisser le système gérer le mouvement de façon presque automatique. Essayer d'utiliser cette technique sans la posséder revenait à déclencher une attaque lente et faible ne présentant aucune utilité. C'était comme lancer un combo dans un jeu de baston. Ceux qui ne maîtrisaient pas suffisamment bien la technique secouaient vainement leur épée. Ils finissaient par perdre contre des adversaires faciles, tels que les loups ou les sangliers, contre lesquels une simple technique de base suffisait. Quitter le combat au moment où les PV atteignaient un seuil critique pouvait leur éviter une mort certaine, mais... À la différence des jeux en 2D sur un écran, les combats dans SAO étaient d'une réalité époustouflante et déclenchaient une peur irraisonnée chez celui qui les expérimentait. Tous ces monstres avaient l'air terriblement réels et féroces avec leurs griffes et leurs crocs acérés. Il avait été rapporté que, dans la version bêta, certains joueurs avaient vraiment paniqué durant les combats, donc bien avant de savoir qu'une défaite pouvait entraîner une mort réelle, et en avaient oublié d'utiliser leur technique ou simplement de fuir. Ils devenaient alors des cibles faciles. Le nombre de noms rayés dus au suicide ou aux défaites augmentait à une allure vertigineuse. Quand il atteignit les 2000 en un mois, un sentiment de désespoir envahit le reste des joueurs. À ce rythme, la totalité des personnes périrait en moins de 6 mois. Franchir la centaine d'étages ne paraissait être qu'un lointain rêve inaccessible. Cependant, l'être humain s'habitue à tout. Au bout d'un mois, la première zone labyrinthique fut traversée et le nombre de morts diminua lorsque le deuxième niveau fut atteint. Diverses informations sur les moyens de survivre se propagèrent. Dès qu'ils eurent accumulé assez de points d'expérience pour augmenter leur niveau, les joueurs considérèrent que les monstres n'étaient plus si effroyables que ça. Le nombre de joueurs qui entrevoyaient la possibilité de terminer le jeu et de revenir dans leur monde augmenta. Tout doucement, certes, mais il augmenta réellement. Si le dernier niveau leur paraissait encore bien loin, les joueurs, mus par un maigre espoir qui leur servait de force conductrice, s'activèrent de plus en plus et parcoururent le monde en faisant résonner leurs pas. 2 ans s'étaient écoulés. Il restait 26 étages et 6000 survivants. Telle était à présent la situation sur Encrade.